Bonsoir et bienvenue dans votre édition Toute Région. Place du Capitole à Toulouse, ces manifestants forment le cèdre du drapeau libanais, un hommage aux victimes de cette explosion. C'était il y a un an, jour pour jour, au port de Beyrouth. Aujourd'hui, la diaspora libanaise d'Occitanie réclame des comptes. Qui va payer pour tout ce qui s'est passé à Beyrouth? Et surtout, en ce moment, le peuple est en train de mourir de faim. Aujourd'hui, ça fait 9 mois ou 10 mois qu'on a un gouvernement qui a des missionnaires. Et le souci, c'est ça, c'est que rien ne peut se passer. Et la France l'a dit, tant qu'il n'y a pas un gouvernement stable, on ne va pas avoir d'aide. L'explosion du 4 août 2020 a fait 214 morts et 6500 blessés. Grande déception dans le Grand Est. L'État se retire du projet de relocalisation des cycles Mercier après avoir annoncé son aide financière de 6 millions d'euros. La marque historique de vélo devait créer près de 300 emplois à Revin. Retour à la case départ pour l'ancienne usine Porsche. Déception des Revinois, mais surtout l'incompréhension des élus locaux après le retrait soudain de l'État dans un projet a priori si bien ficelé. Peu d'éléments de réponse, à part des bribes d'informations fournies par le ministère des Finances, qui aurait tout juste découvert le passé trouble du patron des cycles Mercier, visé par plusieurs enquêtes. Ces enquêtes concernent notamment du détournement de droits anti-dumping sur des vélos par dissimulation de l'origine des vélos importés. Des soupçons de blanchiment via des sociétés offshore qui auraient entraîné le désengagement immédiat de l'État. Jean-Marc Séguézi, lui, reste discret depuis ces révélations, mais affirme avoir été blanchi. C'est de la diffamation, ce sont des dossiers qui arrivent de nulle part. Mais ils existent, ces dossiers? Absolument pas. C'est de la calomnie, c'est complètement faux. À Revin, où le gouvernement avait pourtant confirmé en grande pompe l'engagement de l'État en mars dernier, les élus ne digèrent pas l'abandon du projet. On a voulu cette démarche citoyenne pour déplorer effectivement une situation scandaleuse, celle que vous connaissez, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait eu aucune vérification de fait sur un porteur de projet. Une annonce faite ici par la ministre Jacqueline Gourault avec le soutien de l'État sur ce projet et qu'en réalité aujourd'hui tout s'effondre. À nos confrères du journal L'Ardennais, Bercy précise aujourd'hui qu'aucun feu vert absolu n'avait en réalité été donné. Dispositif d'urgence en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région déclenche le plan blanc. Face à la hausse de l'épidémie de Covid-19, désormais il est possible de rappeler des soignants en congé, de déprogrammer des opérations et de sanctuariser les urgences et la cancérologie. Dans cet hôpital de Nice, l'unité Covid a été réactivée. On prépare une éventuelle extension de cette unité si l'activité ne se dément pas, avec l'ouverture de 8 lits supplémentaires dans les jours qui viennent. Plusieurs régions ont également déclenché le plan blanc, comme l'Occitanie et la Corse, où à Bastia, le taux d'occupation de l'hôpital est de 80%. L'hôpital de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, en a fait de même. En Nouvelle-Aquitaine, la situation est elle aussi très tendue. L'hôpital de La Rochelle est saturé. Des patients ont été contraints d'être transférés dans d'autres villes. Une nouvelle unité a été ouverte pour les malades du coronavirus et des professionnels de santé ont été rappelés en renfort. L'hôpital de La Rochelle, submergé par une nouvelle vague de l'épidémie. Derrière ses portes, les 16 lits de réanimation sont désormais tous occupés. Il n'y a plus de place en réanimation, ni Covid, ni non-Covid. On a une réunion dans une demi-heure régionale avec l'ARS pour regarder l'état de la situation sur la région, ce qui permet d'envisager, le cas échéant, des transferts ou bien des admissions plutôt via le SMUR dans d'autres structures que la nôtre. Ces derniers jours, 2 patients atteints de Covid ont été transférés à Poitiers et à Saintes. Une situation tendue pour l'hôpital qui vient d'ouvrir une nouvelle unité pour accueillir les patients contaminés. Des soignants d'autres services sont appelés en renfort. Je suis infirmière en chirurgie vasculaire habituellement et puis on a été détachés pour réouvrir le service Covid qui se remplit là au fur et à mesure de jour en jour. Et puis hier, des patients sont arrivés et puis aujourd'hui, il y en a d'autres qui vont arriver. Dans la journée, à 11h30, un premier patient qui revient de réa, et puis dans l'après-midi, des patients des urgences. Et les 16 lits disponibles dans ce nouveau service pourraient rapidement s'avérer insuffisants en cette période estivale.
On a ouvert hier, on a accueilli 8 patients hier. Et là, on réouvre 8 lits aujourd'hui. Et déjà, j'ai 3 patients qui doivent arriver ce matin. Et on pense que oui, d'ici demain, ce sera rempli, clairement. Mais ce qui nous surprend, effectivement, c'est des patients aussi sans antécédents, des patients jeunes qui ont été en réanimation. Des patients âgés de 30 à 50 ans, plus jeunes depuis l'apparition du variant Delta. 28 patients Covid sont hospitalisés et de nouvelles entrées sont attendues en raison de l'explosion de la circulation virale. Autre mesure sanitaire due à la pandémie, la restriction des groupes. En Occitanie, tout rassemblement supérieur à 10 personnes est interdit sur les plages de l'Hérault de minuit à 6 h du matin. La police veille. Leur présence rassure, même si les policiers municipaux de Palavas sont ici pour s'assurer que le port du masque en dehors de la plage est respecté. Mesdames, messieurs, nous vous rappelons qu'en dehors des plages, le port du masque est obligatoire. Mais depuis mardi, ils devront également disperser entre minuit et 6 h du matin tout rassemblement sur la plage de plus de 10 personnes. Je pense que cette arrêté est nécessaire quand même pour éviter tout rassemblement et empêcher de boire de l'alcool sur la plage le soir. On a aussi la gendarmerie qui est avec nous, on a les mobiles aussi qui sont avec nous, qui tournent. Voilà, il y aura plus de monde. Nous avons 7 km de plage de sable fin et évidemment pour surveiller la nuit 7 km, c'est énorme. Nous espérons, jusqu'à présent ça s'est bien passé, nous espérons qu'il n'y aura pas trop de rassemblements, effectivement. 10 personnes, c'est raisonnable. Je pense qu'on arrivera quand même à tenir le choc. Pour ces jeunes touristes parisiens pas informés de cette nouvelle mesure de restriction, c'est la douche froide. On n'était pas du tout au courant, justement, on comptait venir ce soir. Parce que vous savez, j'avais beaucoup de jeunes, ça veut dire on comptait venir, mais pourquoi il se passe quoi à partir de minuit? C'est vrai que c'est spécial parce qu'on peut aller en ville, mais on n'a pas le droit de venir sur la plage. La plage, c'est un endroit, c'est aéré, il y a la mer à côté, donc c'est vrai que c'est étonnant. D'autres, arrivés de Grenoble, comme Hakim, restent plutôt fatalistes. C'est une mesure sanitaire de plus pendant les vacances. Rassemblement sur la plage, c'est pas un problème en soi. On peut rester à l'hôtel ou à la maison, s'amuser, jouer aux cartes, c'est pas un souci. Ouais, tant qu'on peut se rejoindre la journée, c'est le plus important. Port du masque obligatoire, aucune consommation d'alcool tolérée sur la voie publique et pas de bain de minuit pour les Haussiens qui devront profiter malgré tout de leurs vacances héroltaises au bord de la mer. Du bord de mer de l'Hérault à celui du Calvados, sous la pluie. Depuis 60 ans, de telles averses étaient rares en Normandie. Aujourd'hui, vacanciers et professionnels du tourisme doivent passer leur été sous un ciel tout gris. Les pieds dans le sable, mais les yeux rivés sur le ciel. Dans le Calvados, c'est la météo qui rythme les journées des vacanciers. On évite les gouttes. Pour l'instant, il ne pleut pas. On profite du quart d'heure ensoleillé, en espérant qu'on ne se prenne pas une petite averse dans 20 minutes. Il fait pas bien chaud, donc oui, on va aller à la piscine du camping qui est chauffée. Pour ce couple vendéen aussi, il a fallu revoir ses plans et trouver une solution de repli. C'est celui-là, c'est ce nuage qui nous a embêtés tout à l'heure et qui nous a empêché de déjeuner en bas sur la plage. Et on s'adapte. Vous voyez, on a trouvé le toit de la voiture, du moins le coffre. On trouve des solutions. Système D. Exactement. Face à un ciel menaçant, d'autres ont choisi la sécurité avec en guise d'abri ces bulles. Ici, même si la pluie fait son retour, les rares clients estivaux peuvent manger en terrasse, mais ce n'est pas assez pour sauver la fréquentation, divisée par 2. Nous, avec cette terrasse plein sud, quand il y a un rayon de soleil qui arrive, la terrasse elle est complète en une demi-heure. Vous avez 100 personnes qui arrivent sur la terrasse, quoi. Donc c'est vraiment très frustrant, surtout qu'on sait que c'est le mois de l'année que vous ne pouvez pas louper, quoi. Une grisaille et de la pluie qui en arrangerait presque d'autres. Didier, 34 ans de métier et plein d'optimisme, attend les clients dans sa voiture, convaincu que la pluie finira par les amener. Un temps comme ça, pour moi, c'est presque le temps idéal, quoi. Parce que s'il fait trop beau, tout le monde va à la plage. Donc là, il faut bien qu'ils s'occupent. Donc voilà. Si j'ai des clients qui viennent d'arriver, ils vont être trempés comme une soupe. Soupe normande, naturellement. Après la pluie, le beau temps. Comme disait Coluche, il peut faire beau plusieurs fois par jour. En Normandie. Vous l'avez vu aussi. C'est moi qui voulais souffler à l'oreille tout à l'heure. Pas de quoi donc décourager cette famille venue de Toulouse qui compte bien profiter des vacances, coûte que coûte.
Les fruits et légumes pâtissent eux aussi de la météo exécrable. Le melon, star habituelle de la saison estivale, en est malade. Constatation des dégâts dans cette exploitation des Pays de la Loire. Antoine Franchineau, jeune melonnier, s'apprête à reprendre l'exploitation familiale et pour sa première année, son humeur est maussade, comme la météo. On peut voir qu'ici, dans cette parcelle, la météo du mois de juin a eu un très fort impact sur les feuilles. On peut voir de la bactériose, qui est une bactérie qui se développe et qui pique les feuilles. On est également touché par une maladie qui s'appelle la fusariose. Cette maladie se propage dans le système racinaire et empêche l'alimentation correcte des melons. La météo actuelle nous inquiète fortement sur la suite du mois d'août. Et ce n'est pas tout, les 375 hectares de melons ont reçu la visite des lièvres. En abondance, ils se sont attaqués aux cucurbitacées. Après 30 ans de carrière, Robert Franchineau se souvient de 2007, une année semblable à 2021. Des dégâts importants, on les a constatés. Il nous reste une partie, on va dire 50% de la récolte, qui est en cours de végétation. Mais si ce temps continue, nous, le risque, c'est de perdre une récolte presque entière. Il a donc fallu s'organiser pour faire fonctionner la chaîne de conditionnement. On a une production qui est très faible, ce qui fait qu'on a moins de cueilleurs qu'à l'accoutumée et on a la station qui tourne moins vite et moins longtemps qu'habituellement. Autre souci, le manque de chaleur rend le consommateur frileux. Les producteurs attendent avec impatience le soleil afin de compenser leurs pertes. Trop d'eau dans une région, pas assez dans l'autre. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département du Var traverse un épisode de sécheresse. 73 communes ont été placées en état de crise. Parmi elles, Riance. À Riance, l'eau ne coule plus des fontaines. Par souci d'économie, la municipalité a fermé le robinet. Le niveau du cours d'eau qui alimente la ville habituellement est au plus bas. Ici, il y a 30 ans, Robert pêchait encore la truite. Il y avait beaucoup plus de profondeur. Là, on peut traverser. À l'époque, on ne pouvait pas traverser. Et on pêchait presque quasiment jusqu'au point de Joux, là-bas. Il y avait du poisson. Face au manque d'eau, le 28 avril, la préfecture a délivré un arrêté déclarant l'état de sécheresse. Celui-ci limite l'utilisation de l'eau. Les Riancais ont dû s'adapter. Gilles remplit ses arrosoirs à l'un des seuls points d'eau du village encore en activité. Tous les 2-3 jours, je descends avec l'arrosoir à la fontaine. Si elle n'est pas coupée, je dis ça va crever. Nelly, elle, n'a pu se résoudre à l'idée de voir son jardin dépérir et préfère braver l'interdit. Je fais attention, j'essaye de le faire le matin, le soir, tous les 3 jours, mais un minimum. Pourtant, l'arrêté préfectoral est précis. Un particulier ne peut plus arroser son jardin, nettoyer sa voiture ou remplir sa piscine. Il est vraiment préconisé de faire de l'économie de l'eau. Après, il est très difficile d'être derrière tout le monde et savoir exactement si c'est respecté ou pas. En ce qui concerne la commune, on a essayé d'être plus strict et de respecter un petit peu. Un petit peu, car la municipalité elle-même n'a pas respecté l'arrêté. La semaine dernière, lors d'un contrôle des services de l'État, la mairie a été rappelée à l'ordre pour avoir continué d'arroser la pelouse du stade municipal. Évadons-nous sur la Côte d'Azur à présent, dans un cabanon de 16 mètres carrés, petit, seulement en apparence. C'était le château du très célèbre architecte Le Corbusier, créateur considéré comme le plus important de l'époque moderne. Entre Menton et Monaco, parmi les somptueuses villas de la Riviera, se cache la plus chic d'entre toutes. En apparence, un modeste cabanon. Seulement 3,66 m sur 3,66 m. Un intérieur rudimentaire, presque monacal, pensé par l'un des architectes les plus célèbres du XXe siècle. Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, aimait dire que ce cabanon était son château sur la Côte d'Azur.
Construit en 1952, il est aujourd'hui visité par des touristes du monde entier. Alors, le meuble qui est derrière vous, c'est une commode que Charlotte Perriand lui avait faite. Qui lui voue un véritable culte. C'est absolument extraordinaire, c'est brillant. C'est un rêve d'être ici. Ce cabanon, je l'ai étudié quand j'étais étudiant, mais c'est la première fois que je le vois en vrai. Comme un lieu de pèlerinage, enfin, pour nous, designers. Voici le plan original, dessiné par le maître lui-même, en 3/4 d'heure sur un coin de table. Pour rentrer, petit couloir, au mur des fresques peintes par Le Corbusier, nous voici dans l'unique pièce. Alors ici, il y a le lit avec des rangements. Il en a dessiné chaque élément pour y dormir. Ensuite, une petite table qu'on pouvait déplacer également au milieu de la pièce. Mais aussi pour y travailler. Corbu redouble d'astuces pour que la vie tienne dans 16 mètres carrés. On a des modèles qui sont ressemblables à la Cité radieuse à Marseille. L'inventeur de l'habitat minimal pousse le concept à l'extrême. Tout est réfléchi, des rangements pour mettre le linge qui est plié. Dans ce cabanon, on retrouve vraiment l'homme au centre de l'architecture avec ses proportions et c'est pour ça quand on rentre dedans, on s'y sent bien. C'est l'essence même de tout l'esprit de Le Corbusier. Une vraie leçon d'architecture, ce cabanon. S'il se plaît tant, c'est aussi parce qu'une petite porte lui permet d'accéder directement à cette terrasse. À l'époque, c'est un restaurant où il vient déjeuner avec sa femme. La végétation n'était pas aussi luxuriante. Les sœurs Marinovitch n'avaient qu'une dizaine d'années. C'est magnifique, hein? Mais elles n'ont rien oublié de l'ambiance. C'était sa pension de famille. Et tout naturellement, ils sont venus taper à la porte de la famille Rebutato, en demandant est-ce qu'on pourrait venir prendre le café au lait le matin, l'apéritif à midi, déjeuner, dîner. Le voici filmé sur la terrasse. On y découvre l'architecte mondialement connu, attablé, savourant la Dolce Vita, bien loin de la célébrité. Rien n'a changé, mais les couleurs n'ont pas changé, les dessins du Corbu n'ont pas changé. Au restaurant L'Étoile de Mer, c'est Robert Robutato le patron. Il devient un ami proche de Le Corbusier et pendant 18 ans, l'architecte revient chaque année en vacances dans sa deuxième famille. Il venait parce qu'il était bien. Comme quelqu'un qui reprend des forces, qui cherche le bien-être. Il méditait. Vous ne demandiez pas pourquoi il vivait dans une cabane, hein? Non, pas du tout. Moi, j'aurais fait comme lui, alors. Il était plus méditerranéen qu'un méditerranéen, quoi. Sur sa table de travail, il y a des photos, j'ai vu des photos où il est complètement nu, face à la mer, avec sa table de travail d'architecte devant. Il respirait la Méditerranée, il vivait avec elle. Le 27 août 1965, Le Corbusier succombe à une crise cardiaque alors qu'il se baigne au pied de son cabanon. Le refuge qu'il s'était choisi, là où il fut le plus heureux.